Sophie Coignard, bonjour, a réussi un exploit à obtenir pour elle toute seule la couverture la même semaine, je crois que c'est la première fois que ça arrive, de 2 hebdos, Le Point et l'Express. Et ces 2 couvertures portent, vous l'aurez compris à travers l'échange que j'ai eu avec Hervé Morin sur la franc-maçonnerie, à laquelle ma consoeur consacre un nouveau livre, un livre assorti évidemment de révélations, évidemment explosif, Laetitia. Oui, c'est un livre choc pour l'Express, un livre qui dérange pour Le Point, et pour cause, si l'on en croit Sophie Coignard qui vient de nous rejoindre. Les francs-maçons sont partout, autour du président de la République, vous le disiez, dans les grandes entreprises, les administrations, la justice, la police. Et contrairement à ce qu'ils aimeraient bien nous faire croire, ils n'ont rien perdu de leur influence. Ils pèsent jusque dans les plus hautes sphères de la République. Oui, mais est-ce que c'est vraiment si important que ça? Est-ce qu'on est obligé d'adhérer à la thèse de Sophie Coignard? C'est en tout cas sa conclusion à elle, au terme de 2 ans d'investigation, quand même difficile. Vous dites qu'enquêter sur la franc-maçonnerie, ça n'a rien d'une promenade de santé. Sophie Coignard avoue elle-même avoir douté de cette influence avant de se voir confirmer tout au long de ses investigations qu'elle était bel et bien réelle. Alors, et ça explique le culte du secret si cher aux francs-maçons? Oui, on a souvent évoqué la peur de la persécution, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Et là encore, ce qu'affirme la journaliste, c'est que le culte du secret, c'est le paravent qui permet tous les arrangements. C'est un de vos interlocuteurs qui vous dit ça. D'ailleurs, vous plaidez aux côtés de ceux de plus en plus nombreux au sein des loges qui veulent en finir avec cette part d'ombre, une part d'ombre qui n'est plus vraiment en phase avec la société de transparence dans laquelle on vit. En tout cas, vous avez réussi votre coup, les deux unes. J'ai cité votre nom, je ne sais pas combien de fois maintenant. On a vu le livre à plusieurs reprises. Alors, pour cette raison, je vais d'abord donner la parole à Yvette Nicolas, qui est grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France. Donc, est-ce qu'on dit maçonne? Oui, on dit maçonne. C'est féminin, hein? Oui, franc-maçonne, évidemment, oui. Donc, on le dit. Alors, merci d'être là. On y arrive, parce que l'année dernière, vous m'avez reproché d'avoir invité que des grands maîtres, des 3 grandes obédiences, et les francs-maçonnes, m'avez-vous dit. Alors voilà, vous êtes là, il n'y a pas d'homme. Qu'avez-vous pensé de la lecture de ce livre? Eh bien, moi, je voudrais poser Dites-le-lui. Je voudrais poser la question à Sophie. Pourquoi ce livre, une fois de plus, ne montrant qu'une certaine facette de la franc-maçonnerie alors que l'essentiel n'est pas là? Pourquoi toujours revenir à cette façon de dire que les maçons sont des êtres un peu particuliers, qui négocient, qui évoluent dans des sphères bizarres, enfin, etc., alors que la franc-maçonnerie, c'est tellement tout à fait autre chose? Alors, d'abord, je ne dis pas que c'est des êtres un peu particuliers. Je ne pense pas que c'est comme les envahisseurs qui ont un petit doigt tout raide. Simplement, effectivement, je pense que sur la franc-maçonnerie, il y a une littérature, d'ailleurs, de qualité. Je suis loin d'avoir tout lu, mais j'ai lu un certain nombre d'ouvrages qui racontent un peu ce qu'est la franc-maçonnerie. Et tout ça est aujourd'hui relativement transparent. Les obédiences, dont la vôtre, ont fait des efforts de communication pour essayer d'expliquer au public ce qu'était la franc-maçonnerie et comment vous travaillez. Moi, mon travail est différent. C'est-à-dire que je m'intéresse depuis très longtemps aux réseaux d'influence. J'ai fait un livre il y a longtemps sur les réseaux. Et j'ai eu envie de m'intéresser plus particulièrement à la franc-maçonnerie. Pourquoi? Eh bien parce que la franc-maçonnerie est un réseau d'abord important numériquement. Enfin, c'est un groupe d'hommes essentiellement et de femmes aussi. Il y a une petite disproportion numérique. Il y a quand même beaucoup plus de garçons que de filles en franc-maçonnerie en France. Et donc, c'est un groupe de 150 000 personnes à jour de leur cotisation, comme on dit dans les partis politiques. Et il y a autant de gens, en gros, qui sont passés par là, puis qui ont arrêté parce qu'ils n'avaient plus le temps, parce qu'ils n'avaient plus, voilà, ça leur plaisait pas, etc. Donc ça fait en gros 300 000 initiés en France. Deuxièmement, contrairement à d'autres réseaux, vous y entrez de manière volontaire. C'est-à-dire que le réseau corrézien, c'est les gens qui sont nés en Corrèze. Le réseau franc-maçon, ce sont des gens qui ont décidé de devenir francs-maçons, de consacrer... Et ce serait condamnable? mais je ne condamne pas, je raconte. Paul vous prêtez aux francs-maçons un pouvoir exorbitant. Alors, par exemple, il y a une question de téléspectateur qui va vous intéresser, que d'ailleurs je m'apprêtais à vous poser, donc ça tombe bien. Quelle décision de Nicolas Sarkozy aurait pu lui être dictée par les francs-maçons, puisque vous leur prêtez ce pouvoir énorme auprès du chef de l'État actuel? D'abord, dicter est un mot qui me paraît beaucoup trop fort. L'idée n'est pas là. L'influence, c'est pas de dicter des décisions. Maintenant, effectivement, l'influence des francs-maçons s'est fait sentir quand, par exemple, Nicolas Sarkozy a pris ses positions sur la laïcité. Il y a eu des prises de position fortes, publiques et non publiques aussi, concernant, par exemple, les tests ADN. Pour prendre l'actualité récente, sur l'histoire des caisses d'épargne et des banques populaires, qui sont 2 institutions où il y a beaucoup de francs-maçons. Eh bien, certaines personnes se sont opposées assez vivement au test ADN sans être francs-maçons.
Mais je dis pas le contraire. Yvette Nicolas protestait, vous dites mais j'espère bien que je peux lui couper la parole. Oui, vous avez le droit, vous avez le droit. J'espère bien que je ne sais pas si on fait ça chez les francs-maçons, mais ici, vous avez le droit. Je sais. Oui, vous avez le droit, on la demande. Je la laisse répondre, mais sur les tests ADN, je pense qu'elle aurait du mal à dire que les francs-maçons n'ont participé à rien. Écoutez, en tout cas, sur le plan de la laïcité, c'est évident que pour nous, la laïcité, c'est quand même le socle. Hein. Donc, on va défendre la laïcité jusqu'au bout, ça c'est évident, puisque c'est notre seul garant de liberté de conscience et de pensée. Donc là, je vous rejoins complètement, mais ça, on peut le faire à divers titres. Toutes les obédiences ne l'ont pas fait de la même façon, mais c'est vrai que nous, Grande Loge de France, on est vraiment cette défense de la laïcité, pour nous, c'est très important. Voilà. Sur la laïcité, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que sur la loi Leonetti, nous avons été interrogés par M. Leonetti lui-même pour nous demander... Sur l'euthanasie ? Oui, tout à fait, sur la révision des lois Leonetti. Et c'est vrai que nous avons demandé à nos 407 loges de nous dire ce qu'elles pensaient de cette révision des lois Leonetti. Elles ont pratiquement toutes répondu. Bien sûr, on est 12 500, on ne va pas avoir le même langage. Mais n'empêche qu'on a réussi à faire quand même une réflexion, avoir une réflexion et une synthèse intéressante qu'on a renvoyée à M. Leonetti. Apparemment, ça lui a quand même bien plu. Les questions, les francs-maçons servent-ils vraiment à quelque chose de nos jours ? Quand on sait ce qu'ils ont fait pour la libération de la femme, pour l'abolition de l'esclavage, pour l'école gratuite publique, mais aujourd'hui, franchement... Voilà, mais je suis d'accord avec vous. C'est un gros problème, je crois, que rencontrent les obédiences, c'est qu'aujourd'hui, leur influence visible est moins grande. C'est-à-dire qu'effectivement, les grands combats, la contraception, le droit à l'avortement, la peine de mort, par exemple, sont derrière nous. Alors reste effectivement, par exemple... Les droits des femmes. Les droits des femmes, pardonnez-moi. Le droit de mourir dans la dignité, qui reste un combat, je crois, important pour un certain nombre de francs-maçons. Il y a encore des petites choses, mais c'est quand même effectivement beaucoup moins évident que la franc-maçonnerie aujourd'hui a une influence visible sur la marche de la société. Ça passionne les téléspectateurs. Hein, peut-être franc-maçon aujourd'hui en France pour réussir. Mais simplement, le réseau en tant que tel fonctionne toujours pour un certain nombre de décisions, de nominations. Je raconte dans mon livre, par exemple, comment... C'est pas un fantasme de journaliste. Écoutez, on aime ces mondes secrets, ou on aime ces mondes secrets. Sophie... Jean-Pierre Raffarin doit être aussi un type qui fantasme beaucoup. Quand il était Premier ministre, un jour, il a dit à Francis Mer, son ancien ministre de l'économie, « J'aurais jamais pensé que les francs-maçons étaient aussi influents et puissants en France ». À quel propos a-t-il dit cela ? Eh bien parce qu'il y a eu, en 2004, une grosse bataille pour savoir qui allait être le prochain président d'EDF. EDF est un enjeu de pouvoir très important en France, comme vous le savez. Et il y a eu effectivement un camp qui soutenait François Roussely et qui était un camp composé notamment de maçons, et puis un autre camp qui n'était pas tellement pour. Et effectivement, Matignon, et ça, tous les conseillers de Raffarin me l'ont raconté dans le détail, c'était d'ailleurs désopilant, était assailli de coups de fil de francs-maçons. Alors précisément, vous ne le croyez pas si bien dire, parce qu'Yvette Nicolas, vous étiez la plus proche collaboratrice de Raymond Barre quand il était Premier ministre, puis maire de Lyon. 33 ans. Voilà. Alors, est-ce que, aussi près du Premier ministre de l'époque, vous exerciez une influence? Est-ce que les francs-maçons ou maçons vous appelaient pour vous dire tu ne peux pas nous aider à faire passer telle ou telle idée? Je n'étais pas franc-maçonne à l'époque. Je n'étais pas franc-maçonne à l'époque, je suis rentrée qu'en 83. Oui. Et quand on m'avait proposé de devenir, alors que j'étais à Matignon, effectivement, j'ai refusé. Parce que je pensais à l'époque, je rejoins Sophie, que c'était vraiment qu'on allait me manipuler. Et j'ai eu tort. J'aurais dû rentrer avant. Mais par contre, j'avais posé la question à M. Barre en lui disant, on me demande, mais je ne le ferai pas si vous pensez qu'il ne faut pas. Il m'avait répondu, je me souviens que c'était à Davos, il m'avait répondu, écoutez, mon meilleur ami pendant 30 ans a été un juif franc-maçon. Donc si vous le sentez, surtout, allez-y. Ça ne peut être que bien pour vous. Voilà. Donc je pense que c'était un homme qu'on pouvait croire, intellectuellement et à tout point de vue. Par conséquent, je me suis sentie vraiment portée et j'ai fait ma démarche ensuite. Voilà, cette séquence va devoir prendre fin simplement. Je vous remercie de ne pas avoir donné ici sur le plateau, on est en direct le samedi, l'émission est rediffusée le lendemain dimanche, pas avoir donné de nom. Voilà, parce que vous avez remarqué, vous avez suivi. Vous étiez dans une loge commune d'ailleurs. Dans une pièce commune. On n'aurait pas lu d'ailleurs. Et c'était pas de la mixité. Hein. Oui. Vous avez dit, regardez la première séquence, j'ai posé la question, mais en plaisantant à Hervé Morin. Pourquoi faire le outing, comme on dit aujourd'hui? Vous allez citer des noms dans votre livre, que je ne ferai pas ici, parce qu'ils ne sont pas là. S'ils venaient à passer sur ce plateau, peut-être leur poserai la question, mais
Pourquoi cette démarche? Voilà, Oui, pourquoi j'ai besoin d'un tout petit peu de temps pour vous l'expliquer. Je vais essayer de faire court. Il se trouve que quand on est initié, on prononce un serment et que ce serment concerne essentiellement deux choses, c'est le secret et la solidarité. Pour ce qui concerne le secret, eh bien, on promet de ne pas révéler les travaux en loge, ce que je trouve très bien, et de ne pas révéler qui est franc-maçon. Et là, sur le secret d'appartenance, il y a un vrai problème. C'est que, par exemple, je prends un exemple simple, quand un magistrat est franc-maçon, que le prévenu est franc-maçon et que son avocat est franc-maçon, éventuellement l'expert judiciaire aussi, ça peut poser un problème. Pardon, alors malheureusement on n'a plus le temps, mais l'accusation est extrêmement grave. Là. Oui. Écoutez, j'ai évidemment des exemples. J'ai évidemment des exemples, Paul Amar. Ça peut poser un problème. Ce problème n'existerait plus s'il n'y avait pas de secret de l'appartenance. Mais qu'est-ce que vous appelez C'est-à-dire le qu'être secret ? franc-maçon, c'est très bien. Le jour où les francs-maçons, et d'ailleurs certains patrons d'obédience, appellent leurs membres à se dévoiler, le jour où il n'y a plus de secret d'appartenance, Jean-Michel Quillardel l'a fait très publiquement. C'est pas une obligation d'eux. C'est pas non plus. Souhaitait que. Et à partir du moment où il n'y a plus de secret de l'appartenance, il n'y a plus de problème. La franc-maçonnerie devient un réseau comme un autre. Oui, mais après la lecture de votre livre, je suis désolée, mais il y a beaucoup de gens qui ne voudront pas se dévoiler. On dira, mais attendez... de toute façon, avant non plus. Ça, je peux vous l'assurer. Davantage aujourd'hui. Le nombre de responsables politiques qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas francs-maçons alors qu'ils le sont est absolument énorme. Allez, je vais vous laisser poursuivre la conversation en coulisses. Je ne sais pas si vous allez rejoindre la pièce commune.